Raphaël Plantin, vous êtes le directeur technique de cette école de Saumur. Alors, qu'est-ce que c'est l'école de Saumur? Écoutez, l'école de Saumur a été créée au début des années 80. Ce sont le petit club du Mont qui est venu s'installer sur l'aérodrome de Saumur. Voilà, ça a évolué tranquillement. Début des années 2000, l'école a changé d'avion et a pris un Pilatus, qui est toujours l'avion actuellement qu'on utilise au sein de l'association. L'école s'est développée. Aujourd'hui, c'est une école qui fait entre 12 et 14 000 sauts, qui fonctionne en association de loi 1901. Donc, nous avons des élus qui sont à la tête, qui insufflent la politique et qui m'ont chargé de la mettre en œuvre avec en appui entre 6 et 7 salariés chaque année et puis un nombre incommensurable de bénévoles. Et alors cette politique, justement, cette stratégie qui a été voulue par les élus, mais sous l'égide de la Fédération française de parachutisme, c'est aussi une attention très particulière portée au développement durable. Alors comment, on va aller le voir avec vous, mais globalement, comment est-ce que vous le concrétisez? Eh bien écoutez, il y a eu une grosse politique d'investissement sur les locaux en 2013, puisqu'avant Saumur c'était simplement un hangar avec des locaux sommaires. Le fait d'être pôle d'excellence nous a obligés à avoir des locaux qui permettent de les accueillir de façon un peu, beaucoup mieux. Donc politique de développement en 2013 et puis l'école a souhaité continuer cette politique avec les élus successifs. Donc ensuite on a mis un clubhouse beaucoup plus accueillant. Voilà, et suite au Covid, on a souhaité développer les locaux et c'est là qu'est partie la démarche un petit peu environnementale qui avait été initiée déjà durant ces périodes de travaux où un des élus très porté sur le sujet avait souhaité que l'on fasse de la compensation carbone. Voilà, donc à ce moment-là, on s'était rapproché d'une association parisienne qui consistait à évaluer notre consommation de kérosène de l'aéronef, voilà, pour faire des plantations d'arbres. C'est pas un sujet au début, alors ça répondait complètement à nos attentes, mais ensuite ça nous a interpellés dans le sens où on n'avait pas complètement de suivi sur les flux financiers, savoir quelle était l'enveloppe attribuée aux frais de fonctionnement, et puis celle qui était vraiment dédiée à la plantation d'arbres. On a souhaité mettre en place de la neutralisation carbone à ce moment-là, donc ça c'était avant Covid, qui consiste à analyser notre consommation et mettre des mesures en face. Et là l'objectif était de se rapprocher du tissu local, ce qui nous semblait plus cohérent pour avoir une vision dessus. Voilà, pour des projets, et donc l'objet pour nous était de lancer un appel à projet et voir après faire une sélection. Entre-temps est arrivé le Covid, qui fait qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule, et là on a souhaité s'équiper en interne, en l'occurrence en mettant un véhicule de piste électrique. Alors ça pour plusieurs raisons, cette approche environnementale, et puis surtout dans le cadre de la relance économique, participer un petit peu à la vie du pays qui était en complet ralentissement à ce moment-là. Donc ça c'était une première action. Et puis ensuite, dans le cadre du développement, on a vraiment intégré la partie environnementale avec des chauffages à inertie, avec ce qu'on appelle la RT 2012 pour les locaux, pour que les gens n'aient pas froid l'hiver et trop chaud l'été. Alors on va aller découvrir tout ça, et puis on va suivre ce parcours que vous avez créé ici, sur cette école de parachutisme de Saumur. Et avec grand plaisir. On va voir tout ce cheminement que vous avez mis en place, qui est très concret, très pratico-pratique. Et puis, on va commencer peut-être par la base, le compostage. Et bien exactement comme je le dis souvent dans le BPGF, il y a le E et le P, c'est éducation populaire. Et on est revenu aux fondamentaux. On s'est dit déjà quelles sont les actions qu'on pourrait insuffler au niveau de nos adhérents. Et la première chose qu'on a souhaité mettre en œuvre, c'est le tri sélectif. Donc le club s'est équipé d'un compost, voilà, donc ça permet de sensibiliser les gens sur ce point-là. Ensuite, on a bien les poubelles noires, les poubelles jaunes. Nous avons mis en place des machines à café qui broient le café. Ça a été une première action. L'idée m'est venue tout simplement par le biais de ma fille qui à l'école faisait des petits pique-niques avec le moins de déchets possible. Voilà, et aujourd'hui, ça nous a donné l'idée de traiter cette problématique-là. Alors on le voit, Raphaël, ce bâtiment, il est d'une blancheur étincelante, mais ce n'est pas pour rien. Exactement, donc en fait ça a été un choix des élus, comme je l'ai dit en 2013, quand on a commencé un petit peu la remise à neuf des locaux. La couleur blanche a été choisie pour casser la chaleur l'été, donc ça reflète et ça nécessite juste un entretien qu'on fait tous les 3-4 ans. Voilà, en nettoyage à haute pression pour bien maintenir les bâtiments de cette couleur-là. Dans les autres choses qu'on a mis en place, on peut le voir sur la partie droite, des récupérateurs d'eau, voilà, qui nous ont permis aujourd'hui
mi-juillet et vous pouvez constater que malgré la chaleur, eh ben, ça permet de maintenir les plantes dans un bon état. Voilà, et qui permet justement, là on a sur un autre volet qui est donc la biodiversité, puisque ça permet aux insectes de venir s'épanouir dans ce petit terrain de jeu. Et puis on le voit aussi derrière vous, des accès électriques pour véhicules, de plus en plus de licenciés qui viennent avec un véhicule électrique. Alors ça fait partie des choses qu'on a mis en place cette année, simplement toujours dans cette politique de favoriser l'avenue sur des longs séjours. On souhaite favoriser l'avenue soit par moyen de transport en commun, donc le train. Voilà, donc là actuellement l'association réfléchit éventuellement à mettre la gratuité des hébergements à ceux qui pourraient justifier d'un billet de train. Voilà, et puis on a souhaité favoriser l'avenue en véhicules électriques puisque de plus en plus de gens sont équipés. Donc durant l'hiver, les élus m'ont demandé de mettre en place ces prises électriques qui permettent aux adhérents de recharger leur véhicule durant leur séjour d'un week-end ou d'une semaine. Et autre point important, derrière également ces accès, on voit des bungalows qui sont très spécifiques. Alors complètement, donc ce sont des bungalows qui ont été mis en place suite au Covid, voilà, qui sont particulièrement bien isolés et qui ont la particularité d'avoir un toit végétalisé, donc qui permet d'avoir des pièces relativement fraîches durant l'été. Les usagers dans toutes les strates, toutes les étapes, et là on le voit avec ces petits panneaux qui sont affichés partout. Alors, avec une petite note d'humour, ils disent quoi ces panneaux? Alors écoutez, comme je viens de le dire, nous on a mis en place des récupérateurs d'eau de manière à pouvoir arroser nos plantes durant l'été. L'objectif c'était aussi de sensibiliser nos adhérents sur la consommation d'eau. Et donc on a simplement mis une petite affichette rappelant qu'une douche de 2-3 minutes, ça permettait d'économiser de l'eau. Voilà. Et que ça avait un grand impact sur la planète. Alors Raphaël, on vient de voir de la récupération d'eau, on vient de voir cet affichage autour de la sensibilisation sur la durée des douches, et puis derrière vous, on voit une piscine. Alors là, comment on explique ça? Eh bien, écoutez, c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses réflexions avec les élus. Justement, cette contradiction entre le fait de sensibiliser nos adhérents sur la consommation d'eau, le fait de mettre des récupérateurs d'eau, et derrière, que les gens puissent bénéficier d'une piscine. L'esprit qu'on a mis en place, et c'est la réflexion qu'on a eue sur la consommation de kérosène, c'est de se dire, à un moment, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, on est sur une activité de loisir. Et on part du principe que quelqu'un qui ne part pas en Guadeloupe, qui n'utilise pas l'avion pour partir en vacances loin, s'il fait une activité de parachutisme raisonné à 40-60 sauts par an, son bilan carbone est cohérent. Et sur l'eau, on est parti du même postulat, c'est que si on est en capacité de mettre en place des récupérateurs d'eau, de limiter les douches, ça nous permet derrière de s'octroyer des petits moments de plaisir via la piscine. Et on voit derrière vous ces fameux toits végétalisés qui effectivement permettent de limiter et de mieux absorber, je suppose. Alors plusieurs intérêts. Le premier en effet c'est sur la chaleur puisque ça permet de mettre un petit peu plus d'inertie quand on a des saisons très très chaudes. Voilà. Et puis le deuxième c'est la biodiversité puisque c'est aussi un joli terrain de jeu, un petit peu comme les fleurs pour les petits insectes et la biodiversité. Et on la retrouve cette biodiversité sur ce terrain avec ce fauchage, on le voit, qui est un fauchage très raisonné. Alors c'est ce qu'on appelle un fauchage tardif et nous n'entretenons que des zones de posée avec une tondeuse qui sont extrêmement limitées. Et ensuite c'est un partenariat avec la mairie qui a décidé de mettre en place ce fauchage tardif qui permet justement de maintenir une belle biodiversité sur l'aérodrome de Saumur qu'on va retrouver puisque dans le cadre du projet des panneaux solaires qu'on va avoir de l'autre côté de la piste, voilà, et écoutez, il y a un papillon extrêmement rare qui a été identifié, voilà, qui va ralentir le projet mais qui ne devrait pas le compromettre. C'est que quand on a eu ces démarches environnementales et quand j'ai intégré le groupe de travail de la fédération, j'avais découvert que le CNOSF avait mis en place un label pour les compétitions. En me penchant sur le label, j'avais constaté qu'il demandait pour qu'on soit labellisé les plateaux Rompa que nous avons évoqués tout à l'heure, et puis ensuite le côté covoiturage a été vraiment pris en compte et demandait d'identifier les points où les gens pouvaient se regrouper pour covoiturer. Oh. Fort de tous ces éléments, quand on a été désigné pour l'animation territoriale, je me suis dit ce serait bien que les gens soient covoiturent, soient autonomes pour aller chercher à la gare, vraiment pour favoriser ce type de déplacement. Et donc dès que nous avons eu les convocations, j'ai ouvert un groupe et j'ai adressé un mail pour que les gens rejoignent ce groupe WhatsApp.
voilà, de manière à pouvoir aller être autonome pour se récupérer à la gare ou covoiturer. Et ce qui a été fait puisqu'ils vont échanger naturellement. Et nous, on l'avait décliné au niveau du club et ça marche très très bien. On a mis un groupe dédié, voilà. Et les gens indiquent je vais partir à telle heure, enfin covoiture, et ça fonctionne vraiment bien. À ce stage, tout le monde a rejoint le petit groupe WhatsApp et on peut constater par exemple que Marie Pinot, une des athlètes d'ailleurs, a demandé à ce qu'on vienne la chercher à 13h à la gare et tout de suite quelqu'un a indiqué qu'il serait présent pour la récupérer. Alors Raphaël, on le voit ici dans ce hangar avec bien l'intégralité de votre matériel. On se rend compte qu'il n'y a pas de vol aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, dans la convention, nous sommes limités le samedi à une pause méridienne d'1 heure et le dimanche à une pause méridienne d'1h30. Voilà, il n'y a pas vraiment de papier signé. Ce sont les suites des réunions que nous avons eues avec la Réunion et la sous-préfecture. En revanche, depuis cette année, nous avons décidé d'être vigilants sans signer de convention particulière sur mettre en place un jour sans vol, en l'occurrence c'est lundi, donc nous en profitons pour faire la formation comme on peut le voir derrière des élèves PAC et nous ne volons pas le lundi. Voilà. Si d'aventure nous étions amenés à le faire, ce qui peut être le cas quand les équipes de France viennent en entraînement, n'ayant pas d'engagement signé mais étant simplement une chose que nous avons mis en place avec le bon sens, on peut se le permettre. Donc c'est important. Cette flexibilité là est importante parce qu'on entend beaucoup de clubs qui sont sujets à des horaires de début de séance, de fin de séance, voire à des limitations. Et ça, c'est extrêmement contraignant. Si je prends une journée comme samedi dernier, nous avons commencé notre activité à 11h. Voilà, et bien déjà, si on était limité avec une fin de séance 19h, ça aurait été un petit peu compliqué pour nous, puisque je ne vous le cache pas que, comme je l'ai dit en introduction, nous avons 7 salariés au pic d'activité. Si derrière il n'y a pas un volume de saut en face, la viabilité économique de l'association serait remise en question. Et alors un dernier mot peut-être sur ce qui nous amène à être là aujourd'hui, c'est cette animation territoriale pour laquelle Saumur est en train d'accueillir les élèves, les stagiaires. Comment est-ce que ça a de l'importance pour l'école, pour la pérennité, pour la modélisation de l'accueil des pratiquants ? Alors nous, on est depuis des années pôle d'excellence, donc on accueille ce que j'appelle le réservoir des éventuels athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que les entraîneurs viennent chez nous ensuite pour piocher dedans. On a quelques athlètes qui sont passés par chez nous. Je pense au premier nom qui me vient à l'esprit, Pamela Lissajou, qui a fait ses premières armes à Saumur dans le cadre du pôle d'excellence. Et pour nous, ça a toujours été important de ne pas se cantonner à une activité mercantile, comme je t'avais dit précédemment dans un article, où on ne fait uniquement de la PAC et du tandem. Donc derrière nous, le suivi des élèves est extrêmement important. Et puis ensuite, pour nous, toujours avec une grande fierté qu'on voit nos équipes de France partir en compétition au championnat du monde ou autre. Et pour alimenter ce réservoir, il faut mettre en place des animations, il faut présenter sa candidature, être acteur de ce genre d'action. Merci beaucoup.